très bien. Voilà, donc c'est un retour d'expérience sur le collectif Labo 1.5. Et donc, c'est une présentation que j'ai présentée avec toutes ces personnes-là, Olivier Aubon, Marion Havet, Tamara Benari, qui était venue présenter Labo 1.5 lors d'un colloque Sud Recherche ou Sud National, je ne sais pas, Guillaume Blandre, Esteve Torres, Jérôme Mariette, Mélissa Ridel et Céline Serrano. Voilà, donc moi-même, je suis ingénieure CNRS, j'ai une formation d'informaticien, de numéricien, et j'ai fait toute ma carrière sur la modélisation du climat, avec voilà, une expertise dans le numérique, dans la programmation, dans le calcul intensif. Et j'ai utilisé, et c'était la mode du toujours plus, là, depuis les années 80, toujours plus de calculs. Et ça nous a permis de faire d'énormes progrès en termes de simulation du climat. Et maintenant, on interroge ça. Donc, l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, c'est une fédération de recherche en région parisienne avec 1200 personnes environ qui travaillent sur les sciences de l'environnement, avec des spécialités à toutes les échelles de temps, d'espace et même sur les autres planètes. C'est là que travaillent Valérie Masson-Delmotte, Jean Jouzel et d'autres. Voilà, et donc moi j'ai levé le pied en 2018, je reviendrai dessus, à la fin des simulations qui ont servi au 6e rapport du GIEC. D'une part parce que mon mari était retraité depuis un petit moment et du coup je suis passée à 80% et on ne peut pas garder le même métier, surtout quand on le faisait à 150%, je dirais, en réduisant son temps de travail. Et donc à ce moment-là, j'ai eu une première mission auprès de la faculté, ici, la faculté des sciences de Sorbonne Université, puisque je suis située, localisée là. Qui m'a fait découvrir les richesses d'une université comme celle-ci. Et depuis un an maintenant, j'avais participé au groupe de travail enseignement de Labo 1.5, mais depuis un an, j'anime, on est 3 à faire ça, l'axe transition, c'est-à-dire comment on observe et on pousse à la transition l'ensemble des laboratoires de recherche du système français. Voilà, donc je voulais vous faire un retour sur les 4 ans du collectif. Un collectif qui dure 4 ans, c'est un succès. Et je voudrais vous prendre en exemple, en deuxième partie de l'exposé, l'Institut Pierre-Simon Laplace. Voilà, donc les principes fondateurs du collectif Labo 1.5 ont été exposés dans une tribune en mars 2019 qui était intitulée « Face à l'urgence climatique, les scientifiques doivent réduire leur impact sur l'environnement ». Donc, mars 2019, c'est 6 mois après le rapport spécial du GIEC 1.5. Ce rapport spécial avait été demandé au moment de l'accord de Paris. Il fallait qu'il y ait explicitement mentionné la cible de 1,5 degré, pas plus de 2 degrés de réchauffement par rapport à l'époque pré-industrielle et si possible, pas plus de 1,5 degré. Pour des soucis, enfin pour des questions juridiques, pour que les États insulaires en particulier puissent s'appuyer là-dessus pour des attaques et des demandes de compensation. Donc, mars 2019, c'est 6 mois après la sortie du rapport spécial du GIEC sur la différence entre un monde à plus de degrés et un monde à plus 1,5 degré. Donc, ça avait été demandé lors des négociations de l'accord de Paris, comme je le disais. Et à ce moment-là, il s'était tourné vers les scientifiques en disant, bon, OK, on a cet accord, on a mis 1,5 degré, mais les scientifiques, vous nous parlez de cette cible-là. Et donc, l'accord de Paris, un très grand succès d'un point de vue ministère des Affaires étrangères français. Ils ont réussi à rendre cet accord et que les pays le signent en moins d'un an. Enfin, énorme succès diplomatique. Et du coup, pour ce rapport spécial, nous, par exemple, on n'a pas fait de simulation supplémentaire. Donc, c'est beaucoup les gens qui travaillaient sur les impacts, qui ont travaillé. Et surtout, ce rapport spécial, c'était le premier rapport écrit par l'ensemble des groupes 1, 2 et 3 du GIEC. Donc, moi, j'étais plutôt sur la physique du changement climatique, le groupe 1. Le groupe 2, c'est sur les impacts et l'adaptation. Et le groupe 3, c'est les aspects atténuation et économique. Et en fait, c'est un des premiers rapports où ces 3 groupes avaient travaillé ensemble. Donc, il était d'une richesse
énorme de ce point de vue-là, du point de vue pluridisciplinaire. Donc ce rapport, il est sorti en octobre 2018. Moi, c'est le rapport qui a fait que j'ai vraiment voulu changer mes activités professionnelles, parce que quand on lit la différence entre un monde à plus 1,5 degré et un monde à plus 2 degrés, on n'a plus aucun doute. Et donc voilà, 2018, c'est Greta Thunberg, c'est les lycéens dans la rue, c'est les marches pour le climat. Enfin, beaucoup de choses se passent. Et voilà, cette tribune, signée par donc Tamara Benari, Olivier Bernet et les premiers qui ont rejoint le collectif, il se concluait avec ça. Nous invitons nos collègues en France et ailleurs à se joindre au collectif Labo 1.5 et à y contribuer et à le faire vivre en rejoignant ce site web. Donc, un des succès du collectif, c'est très vite d'avoir fait appel pour que les gens se manifestent et rejoignent. Et donc, c'était très simple, on mettait son nom, on disait ce qu'on voulait apporter. Et de cette façon-là, très vite, ils ont agrégé des informaticiens, des spécialistes des bilans carbone. Donc, tout de suite, ce côté pluridisciplinaire, ce côté tout statut de la recherche et ce côté on veut bouger. Et donc ça, c'est vraiment, enfin les deux fondateurs, Tamara Benari et Olivier Bernet, avaient une stratégie et qu'ils ont mis à l'œuvre là. Les autres éléments de stratégie dont je veux parler là, c'était effectivement se recenser, se mettre au travail et ignorer les tutelles. Ne pas aller pleurer pour obtenir quoi que ce soit, mais travailler pour être un acteur incontournable. Et donc là, avec 4 ans de recul, la démonstration est faite que c'était une stratégie vraiment intelligente et qui a permis qu'on existe encore et qu'on soit maintenant dans les tours de table avec le ministère et les autres tutelles. Voilà, donc les principes fondateurs du collectif, je vous les ai remis là. Il est essentiel de quantifier et comprendre l'empreinte carbone de la recherche, ses déterminants, ses incertitudes et son hétérogénéité, de façon à séparer le vrai du faux sur le sujet. Il y avait eu un certain nombre de gens qui disaient c'est l'émission, il faut arrêter l'avion, point barre, c'est fini. C'est un peu moins simple. Ensuite, l'importance de délibérer à l'échelle des laboratoires de recherche, donc d'où le nom. Je vous ai expliqué le nom 1.5, pourquoi, et le nom labo, c'est parce que dans un laboratoire de recherche, c'est une mini-société, on peut discuter, débattre, sans que ça sorte. On est en confiance et on peut y aller. Et donc, l'idée, c'est d'implémenter des solutions conçues et délibérées localement dans les laboratoires de recherche pour se réapproprier nos laboratoires comme lieu de décision de l'organisation du travail scientifique. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et le troisième principe, c'est d'organiser ce travail réflexif sur la cohérence, la responsabilité, l'éthique de la recherche, en lien avec la transformation bas carbone de nos sociétés. Donc, on pense que ce qu'on apprend en étudiant la transition dans nos laboratoires a un effet intéressant à étudier pour le reste enfin, pour toute la société. Voilà, donc on a pris cette transition, cette transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche comme un objet d'étude. Et dès le début, il y a des sociologues qui ont travaillé avec nous au début au travers d'une enquête. Où en êtes-vous par rapport au sentiment d'urgence? Qu'êtes-vous prêt à faire? Ce genre de choses. Donc très pluridisciplinaire, prendre cet objet comme la transformation de l'ESR comme un objet d'étude. Et donc quantifier les choses et décrire tout ça. Voilà, donc le collectif aujourd'hui, très important, on a réussi à créer un GDR, donc ça s'est fait depuis 2021. Et un GDR, c'est un gros point de recherche, c'est un truc d'organisation, mais qui permet surtout de pouvoir déclarer du temps pour travailler là-dessus. Et ça, c'est essentiel. Bon, au niveau chercheur ou enseignant-chercheur, on a une certaine partie de liberté de son temps, mais ce n'est pas le cas. Moi qui suis ingénieure de recherche, je dois rendre des comptes à la direction de mon laboratoire. Et il y a des directions de laboratoire qui sont vraiment très, très tatillonnes. Et même 5% du temps, ils renaclent à laisser les gens faire ça.
Et donc, en ayant mis en place cet outil, ça permet vraiment ça facilite le fait qu'on fasse ça dans son cadre professionnel et pas juste par-dessus le marché sur son temps libre. Voilà. Donc, cette approche par la recherche, il y a 2 axes de recherche. Donc, la partie empreinte, estimer et analyser l'empreinte carbone de la recherche. On va avoir une journée de travail le 8 novembre à ce propos. Un axe transition, donc j'anime, et on est 3, accompagner et étudier la transition écologique des laboratoires. Il y a une équipe enseignement. Les enseignants-chercheurs, dès qu'ils apprennent quelque chose, ils aiment, ils apprécient de le mettre dans leur formation. Donc, il y a beaucoup de dynamisme dans ce groupe. Et on a voilà, faciliter l'enseignement des enjeux écologiques dans le supérieur et produire des contenus pédagogiques. Donc, il y a des échanges de pratiques, des retours d'expérience. Voilà, on a besoin de se parler les uns les autres. Quand on est seul dans une université, essayer de faire bouger les contenus des enseignements, c'est pas facile. Voilà, une équipe communication, donc avec ce magnifique visuel, et une équipe technique avec des outils libres. Hein. C'est les chatons, si vous connaissez. Donc, au niveau institutionnel, le CNRS, l'INRAE et l'INRIA sont les organismes partenaires du GDR. On a une subvention de l'ADEME qui a permis de recruter une chef de projet. Et on est passé à l'échelle supérieure quand on a eu cette chef de projet. On a une petite équipe de coordination et on a un conseil scientifique pour discuter avec eux une fois par an. À côté de ça, on a des équipes qui sont indépendantes, hein, puisqu'on ne voulait pas de lien trop fort avec les institutions. Donc, une équipe de réflexion, voilà, où il y a un certain nombre de réflexions sur le rôle de l'enseignement supérieur, le rôle de la recherche, l'importance de la recherche ou les apports de la recherche à la société, etc. Ils ont porté un cycle de séminaires qui est vraiment intéressant avec des saisons. On en est à la 6e saison et c'est vraiment de l'acculturation qu'on se fait les uns les autres. C'est très pluridisciplinaire et c'est disponible en replay, donc je vous invite à aller les voir. Et on a un groupe Art Sciences pour réfléchir, enfin pour aborder tout ça d'une façon un peu différente. Pour se tenir au courant de ce qu'on fait, il y a une newsletter et actuellement on a 4700 abonnés. Voilà. Donc, on a commencé par développer des outils. Ah ben voilà, c'est la pause là, première session. Première session de questions-réponses, si vous voulez, de discussion. Oui, donc s'il y a des questions, pour l'instant, dans le fil de discussion, je n'ai pas vu arriver de questions. Moi, j'ai une petite question par rapport à la constitution, effectivement, du Labo 1.5. Alors, on en parlera peut-être plus après, mais est-ce qu'il y a comment dire, des spécificités un petit peu en fonction des domaines de recherche? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des domaines de recherche qui sont plus représentés, surreprésentés, disons, dans les gens qui Oui, vont assembler cette démarche et d'autres moins représentés? oui, on a une surreprésentation des sciences dures, même si on cherche à s'ouvrir aux sciences humaines et sociales, et on en a un petit peu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on mesure, il y a des laboratoires où c'est tout à fait naturel dans une démarche de recherche de mesurer, de quantifier, et il y a des laboratoires où c'est pas du tout ça. Voilà, faire un BGES, il faut quand même manipuler des tableaux Excel, des listes d'achats, des listes de missions. Enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se coltine ce travail-là. Et il y a des laboratoires où on n'a pas cette compétence-là, cette facilité avec le numérique, j'ai envie de dire. Mais c'est un biais et on cherche à s'ouvrir plus. Mais ça se voit dans l'analyse des bilans de GES qu'on a pour le moment. Et du coup, le biais, il est plutôt lié à la méthodologie que à l'engagement des personnels, enfin des chercheurs dans la démarche 1.5, quoi, finalement. C'est ça. Alors, un point qu'on retrouve partout, c'est que dans les laboratoires, il y a une personne ou un petit nombre de personnes engagées et le passage à l'échelle au niveau du laboratoire nécessite beaucoup de temps. Donc, il y a des étapes où ils organisent des ateliers de sensibilisation. Il y en a de différents types. Il faut qu'ils aillent convaincre leur direction. Tout ça a pris beaucoup de temps. Récemment, donc au début, c'était autour d'un petit nombre de personnes engagées. Récemment, depuis les plans de transformation qui viennent du haut,
on voit arriver tous ceux qui disent ben, puisqu'on nous le demande, on va le faire. Donc cette partie top-down, elle marche, mais ce n'est pas du tout le même type de gens qu'on voit arriver. C'est des gens qui arrivent en disant ben, puisqu'il faut le faire, ben, dites-nous comment on fait. Ah ben pourquoi? Ah bon, c'est pas tout fait, c'est pas presse-bouton. Ah bon, il faut y passer du temps. Donc c'est voilà. Donc au début, des gens engagés qui ont essaimé autour d'eux, et maintenant depuis les plans, hein, chaque ministère a dû faire un plan de transformation, et le ministère de l'Enseignement supérieur a publié il y a 1 an de ça son plan climat biodiversité, et il le décline avec des actions. Et donc voilà, on voit les gens qui arrivent en disant bah, puisqu'on nous le demande, on va le faire. J'ai une petite question administrative. Du coup, ce statut de groupement de recherche, ça permet par exemple d'avoir des personnes à temps plein qui travaillent vraiment à temps Oui, plein sur Labo 1.5? oui. Donc il y a 2 personnes à temps plein, la chef de projet Marion Havet. C'est pas forcément, enfin aussi on a eu le budget par le GDR, et donc elle, c'est un budget qu'on a obtenu par l'ADEME, et Céline Serrano, et elle, c'est une ingénieure de recherche INRIA qui a été détachée à Labo 1.5, et effectivement la structure permet ça. D'accord. Et sinon, pour le reste, c'est plutôt soit des chercheurs, chercheuses qui prennent sur leur temps, soit comme vous Voilà, moi pouvez, je vous avez le droit de déclare, vous impliquer. Voilà, vous oui, déclarez. et dans mon rapport d'activité annuel, je dis je fais 50% de mon temps pour Labo 1.5, et voilà, ça se passe comme ça. Mais bon, moi, je suis en fin de carrière, j'attends plus rien, et c'est pas aussi évident pour quelqu'un qui démarre, à qui on a fait une fiche de poste où il faudrait 2 personnes comme lui pour faire le taf. Enfin, il y a des situations plus ou moins simples. Donc, dès le début, on a Jérôme Mariette et Odile Blanchard qui ont développé un outil GES 1.5 pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'un laboratoire. Ils sont partis là-dessus, ils l'ont ouvert assez vite en octobre 2020, même si l'ensemble des postes n'étaient pas disponibles. Mais ils l'ont ouvert avec le poste sur les bâtiments, la consommation énergétique des bâtiments, les déplacements domicile-travail, les missions professionnelles, la partie achat informatique. Voilà. Et ensuite, on a complété avec les achats. Et je vous montrerai des résultats où il y a l'ensemble des postes. Donc, tous ces outils, quand on les utilise, on coche une case en disant « je fais bien partie de l'enseignement supérieur et de la recherche ». Néanmoins, ils sont en open source sous licence GPL, et donc le code est complètement libre. Et rien ne vous empêcherait d'en déployer une version quelque part ou de regarder le code en détail. Mais je ne suis pas certaine que vous puissiez cocher la case « je travaille » dans l'ESR. Donc, ces outils, ils ont tous le même principe, une adresse sur un serveur qui s'appelle APPS. Il y a toujours cette petite frise qui explique pourquoi utiliser l'outil. Donc, pourquoi utiliser l'outil GES 1.5? Pour contribuer à un champ scientifique émergent, pour impliquer directement les personnels des laboratoires, pour partager une méthodologie commune au niveau de l'ensemble de l'ESR, pour tenir compte des spécificités des laboratoires de recherche et pour promouvoir les outils numériques libres. Voilà, donc je vous ai déjà dit tout ça, mais le champ scientifique émergent, je vous l'ai dit, impliquer les personnels des laboratoires, donc c'est à partir du moment où on s'approprie les données, on peut en discuter, alors que si vous externalisez un bilan carbone, ce qui est très possible, vous n'avez pas cet outil pour faire réfléchir, regarder les chiffres et les comprendre ensemble, et donc pour les réduire, réfléchir aux pratiques. Partager une méthodologie commune qui fait qu'on peut poser des questions assez pointues à la base de données avec tous les bilans GES. Tenir compte des spécificités des laboratoires de recherche. Donc, ce qu'on a fait pour les achats, tous les aux facteurs d'émission que diffuse l'ADEME, on a rajouté les facteurs d'émission d'un certain nombre de produits qui sont spécifiques d'activités de recherche, d'activités dans des laboratoires ou autres. Donc, c'est là où on a une valeur ajoutée. Et les outils numériques libres, ça, c'est un engagement très fort
C'est vraiment très important. Donc, tous ces outils, il y a toujours une documentation en ligne qui est très fouillée, très bien faite, où on peut passer des journées sur la méthodologie, sur les différents périmètres. Il y a énormément de détails, et donc pour apprendre, pour s'acculturer sur le sujet, c'est très, enfin, ils ont porté un effort là-dessus remarquable. Il y a toujours un webinaire de moins d'1 heure, ici c'est Tamara Benari, de présentation et de mode d'emploi de l'outil, donc un tutoriel. Et il y a un canal d'échange, hein, c'est un Picatim, si vous connaissez, où on peut s'enregistrer et se connecter et dialoguer, et on a une aide collective et collaborative qui se met en place. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un outil qui a été plébiscité. Il y a à peu près 800 laboratoires qui l'ont renseigné, et on peut commencer à faire des analyses de ce type. Donc ça, c'est sur le BGS 2019, donc avant la crise Covid et la diffusion de la visio que vous connaissez. Et donc, c'est pour chacun des postes, il y a les 800. Donc là, il y a 150 à peu près BGES. Et donc, il y a un point par laboratoire avec la médiane et puis les différents quantiles. C'est une échelle logarithmique en kilos, donc 1 kg, 10 kg, 100 kg, 1 tonne, etc. Et c'est les différents postes. Domicile, travail, refroidissement des bâtiments, le numérique, donc les achats du numérique, l'électricité des bâtiments, le chauffage des bâtiments, les achats, et c'est à cause des achats qu'on est passé en échelle log, les déplacements domicile-travail et les véhicules quand il y en a pour les... quand un labo a un véhicule... Voilà, donc ce qu'on peut noter, c'est une très très grande variété dans les laboratoires. Le poste le plus important en fonction des laboratoires peut être très différent. On a des labos, ils ont des animaleries, donc c'est le chauffage parce qu'il faut une température à 25 degrés toute l'année. Il y a des postes, enfin des laboratoires où ce sera effectivement les missions qui seront le plus importants parce qu'ils ont beaucoup de déplacements sur le terrain à l'autre bout du monde. Il y a des laboratoires où ce seront les achats. Et donc, voilà, on trouve toute une zoologie avec des laboratoires qui sont très bas sur un poste et qui sont très hauts sur un autre. Voilà, il n'y a pas de labotype. Les analyses sont faites en fonction des disciplines. On peut creuser en fonction des disciplines, en fonction d'un certain nombre de choses. Et là, c'est vraiment une très, très belle base de données qui est utilisée pour un certain nombre d'études scientifiques qui commencent à se mettre en place. Donc, les articles de référence, c'est celui-ci, description des outils. Mariette, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Marianne de Pépé, c'est sur les achats. Et là, il faut que je dise que les achats, ils ont utilisé beaucoup de facteurs d'émission monétaires, hein, c'est-à-dire qu'on rapporte 1 euro à 1 gramme de CO2. Et c'est une méthode qui a des limites, hein, puisque si vous achetez un autre matériel aussi cher ou plus cher, mais qui a une moins grosse, qui a une empreinte moindre, cela ne se voit pas quand on utilise des facteurs d'émission basés sur le monétaire. Donc, on sait qu'on a des limites à ça. Voilà. Et un dernier commentaire par Tamara Benari, dont j'ai repris cette figure-là. Voilà, donc là, je vous parle de l'IPSL, mon institut, donc c'est à peu près 1200 personnes. Et on retrouve un camembert où on voit les bâtiments, les déplacements domicile-travail, les missions professionnelles en bleu, les achats en jaune, la partie informatique en jaune foncé, les campagnes de terrain et la partie calcul intensif. On arrive à peu près 10 tonnes avec une barre d'erreur qui est assez grosse, puisqu'on divise par personne pour pouvoir comparer les laboratoires les uns aux autres. Donc ça, c'est un laboratoire qui est plutôt émetteur. Voilà. Et donc, les leviers, hein, si on veut baisser, ben, c'est réfléchir aux achats, réfléchir aux missions professionnelles et réfléchir aux campagnes. Et c'est le cœur de métier. Hein. Quand on va en Antarctique faire des mesures longues d'un certain nombre de paramètres observables là-bas, eh ben, faut y aller. C'est de la logistique, etc.
Voilà donc pour le premier outil dont je pourrais vous montrer d'autres articles où on parle d'un certain nombre de choses, enfin bon, pour la discussion. La partie scénario qui a été ouverte en avril dernier, on retrouve cette même frise. Pourquoi utiliser scénario 1.5 ? Pour impliquer directement les personnels des laboratoires, pour imaginer des futurs possibles, pour s'approprier la transition, pour échanger sur des futurs alternatifs et toujours pour tenir compte des spécificités de son laboratoire. Donc, une documentation en ligne très, très complète, c'est-à-dire que vous allez voir sur toutes les actions qui ont été modélisées, qu'on peut explorer, il y a les explications sur les chiffres, sur ce qu'on attend de ça. Voilà, très, très complet. Un petit webinaire de présentation et un forum pour s'entraider. Voilà, donc ce scénario, ça permet d'explorer des actions et il y en a 17 qui ont été programmées selon 6 postes. Donc, en termes, pour les véhicules, par exemple, il y a l'électrification du parc. Pour les missions professionnelles, il y a des outils comme un quota collectif annuel, une limitation de l'avion d'une façon ou d'une autre, remplacer l'avion par ce qu'on peut et en France. Donc, ça permet de quantifier ça. Les déplacements domicile-travail, pareil, électrification des voitures, favoriser le covoiturage, remplacer la voiture mobilité douce, développer le télétravail avec les éventuels effets rebonds qu'il y a derrière. Les bâtiments, travailler sur le système de chauffage. Il y a encore des labos qui sont un peu vieux avec des chaudières au fioul. Donc, il faut des plans de transformation. Isoler les bâtiments, un chantier gigantesque pour l'enseignement supérieur et la recherche. Réduire le chauffage, comme on a fait tous l'hiver dernier. Et tout ce qui est autour de l'autoconsommation d'électricité, je pense que vous connaissez ça bien mieux que moi. Au niveau du matériel informatique, durabilité des matériels informatiques, on sait que c'est à la fabrication, surtout en France, que l'empreinte carbone, mais pas que carbone, est le plus important. Donc, le plus longtemps on garde son matériel, le mieux c'est. Donc, voilà, il y a une action comme ça. Et au niveau des achats, pareil, faire durer les instruments, réduire les achats, décider lesquels on réduit et tout ce qui est occasion, qui est donner une deuxième vie aux choses. Voilà. Alors, je n'ai pas montré un petit exemple. Non, j'ai oublié de rajouter. Je reviendrai dessus. Donc, le troisième outil, c'est Transition 1.5 qu'on a présenté sous forme de prototype en mai dernier et qu'on va lancer là en décembre. Donc, pourquoi rejoindre la plateforme? C'est pour s'engager dans la réduction de l'empreinte environnementale de son laboratoire, pour partager les expériences entre laboratoires, tenir compte des spécificités, faciliter le passage à l'action et contribuer à un champ scientifique émergent. Donc, depuis le début, il y avait un certain nombre de laboratoires qu'on a appelés pilotes. Il y en avait une vingtaine qu'on a suivis de très près. Voilà. Et avec ces labos pilotes, on voulait passer à l'échelle. Et donc, il y a 2500 laboratoires de recherche en France. Et donc, ce passage à l'échelle, on s'appuie, enfin, une des hypothèses fortes, c'est les laboratoires vont aider les laboratoires. Donc, les premiers laboratoires pilotes, ils sont une vingtaine. Ils ont produit des fiches descriptives de comment sensibiliser dans son laboratoire, quel type d'outils économiques on peut mettre en place. Donc, il y a des fiches comme ça descriptives qu'ils ont créées et qu'ils ont mis à disposition. Et voilà, on enclenche la transition de l'ensemble et on veut embarquer tout le monde en se disant que les laboratoires vont aider les laboratoires. Une documentation qui est beaucoup plus légère ici, un webinaire de présentation du prototype, mais on mettra ce qu'on fera en décembre. Voilà, donc mettre les laboratoires en réseau. Un laboratoire en transition, c'est un laboratoire qui a entrepris une démarche d'estimation et d'analyse de l'empreinte environnementale de ses activités avec l'objectif de la réduire durablement. Donc, on veut mettre en place ce réseau par et pour la recherche, pour favoriser les échanges horizontaux entre laboratoires, pour fournir des outils à la communauté, pour l'aider à se transformer et en profiter pour produire des savoirs nouveaux. C'est une démarche cohérente avec les deux autres outils, cette plateforme. Et on a commencé par mettre à disposition publique ce kit, qui est un ensemble de fiches. On a fait un webinaire à l'intention des directions d'unité, donc en 2 heures, avec
une intervention de Valérie Masson-Delmotte pour expliquer l'urgence, avec une présentation de Tamara Benari qui explique pourquoi le laboratoire est une échelle qui se justifie, et avec 2 retours d'expérience de 2 directions de laboratoire, un laboratoire en maths info et un laboratoire en géosciences de Grenoble, qui ont expliqué ce qu'ils avaient fait. C'est la partie qui a le plus plu, je crois. On a mis en place un podcast, donc un ensemble de retours d'expérience intitulé « Les laboratoires de la transition », avec une thématique sur le numérique, sur les déplacements professionnels, sur les déplacements domicile-travail, sur les achats, sur l'enseignement. Donc, je vous encourage à aller les voir, ça c'est disponible. Et on a montré le prototype lors d'un webinaire le 11 mai, vous pouvez le revisionner. Et il y a eu un point d'étape, pareil, que vous pouvez revisionner, des laboratoires pilotes avec ce qu'ils ont fait. Ces laboratoires pilotes, il y en a dans toute la France et il y en a dans différentes disciplines. Voilà, ça c'est le fin. Ensuite, je voudrais vous faire un retour d'expérience sur l'IPSL. Donc, c'est la deuxième partie où on peut prendre des questions. Je voulais savoir par rapport aux achats, en fait, puisque tu as dit que en fait, c'était un coefficient monétaire d'émission. On voit bien le biais potentiel en fonction du type d'achats qui sont effectués par les labos. Et puis, par ailleurs, dans l'exemple que tu donnes, en fait, les achats sont prédominants sur ton institut. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous projetez d'avoir un découpage de type empreinte un petit peu en fonction du type d'achat effectué, d'avoir une segmentation plus fine pour essayer de préciser ça, même si méthodologiquement c'est forcément plus compliqué, parce qu'il faut ça, au lieu d'avoir le bilan financier, faut avoir quand même une idée plus précise des achats, mais... Oui, oui. Alors bon, on peut rentrer dans le détail. Les achats, c'est plutôt tel type d'achat, tel type d'achat. En parallèle de ça, ils ont fait un certain nombre d'études en analyse en cycle de vie de gros matériel de laboratoire pour voir si on pouvait affiner les calculs. C'est surtout si, là, l'exemple dont on me parlait ce matin, c'est j'achète mes souris pour mon animalerie, elles viennent de Chine en bateau, ou j'achète des souris qui viennent de l'Ardèche. Voilà, ça ne se verra pas. C'est le même code NACRE, mais donc c'est ça que le facteur monétaire n'arrive pas à mettre en avant. Et puis, le truc aussi, c'est qu'en discutant avec la direction du CNRS, on a en retour, c'est facile, on n'a qu'à baisser le budget, comme ça, il y aura une moins grosse empreinte. Voilà, donc ça, c'est le contraire de la transformation, puisque l'argent, il faut le dépenser à bon escient, investir. Et c'est pour ça que les plans de transformation sont importants, c'est que ça permet de parler de la cible qui sera, elle, zéro émission carbone. Et donc, il faut investir pour pouvoir aller dans cette direction-là. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir la cible et de voir comment on y va. Quand vous isolez vos bâtiments, enfin, vous connaissez ça sans doute mieux que moi, il y a un gros investissement, mais ensuite, vous arrivez à consommer beaucoup moins. Donc, c'est utiliser l'argent à bon escient dans une réflexion voilà, qui se projette à plusieurs années. J'ai répondu à la question. Oui, merci. Et du coup, j'en avais une deuxième. Comme tu parles d'isolation des bâtiments, on a une problématique à la R&D qui est qu'on demande régulièrement d'avoir des informations et notamment sur le site où on est, là, au Renardien, sur le DPE des différents bâtiments. On nous répond c'est compliqué, grosso modo. Et je voulais savoir si sur les kits qui sont proposés, il y a éventuellement des méthodos simplifiés ou conseillé d'acheter certains appareils qui pourraient permettre de faire quelque part un DPE alternatif sur nos bâtiments. Parce que je vois par exemple savoir comment le bâtiment est isolé. Alors, est-ce que si on achète un appareil qui permet de détecter les fuites thermiques, il y a manière de le faire entre guillemets par nous-mêmes,
Voilà. Je ne sais pas répondre à cette question, mais c'est des bonnes pistes. Les labos, ils sont souvent hébergés dans des campus, soit le campus d'un organisme de recherche, soit une université. On est très dépendant de ce qui se passe là. Et ce matin, je discutais avec les gens de l'université de Rouen-Caen. Ils ont estimé la rénovation des bâtiments de leur... ils ont 70 bâtiments, hein, à 1 milliard. Hein. Ce que la France a décidé de mettre dans la rénovation des bâtiments de l'ensemble de l'ESR, c'est 500 millions. Hein, pour tout le monde. Hein, voilà. Donc, c'est un vrai truc, mais on aurait pu commencer il y a 15 ans. Hein. On aurait peut-être un petit peu avancé. Donc oui, c'est de l'argent à mettre au bon endroit, à bon escient. Et l'argent est fait pour être dépensé. Un petit retour d'expérience de l'IPSL. Donc l'IPSL, Institut Pierre-Simon Laplace, une fédération de 9 laboratoires, tous en région parisienne. Moi, je suis à Jussieu, campus Pierre et Marie Curie, Paris 5e. Mais il y en a qui sont à Saclay, il y en a qui sont voilà, dans un certain nombre de lieux. Donc, ce qui est très important, c'est le principe de subsidiarité. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'équipe de recherche, du laboratoire de recherche, d'une fédération comme l'IPSL, qui est un regroupement de laboratoires, l'hébergeur, les tutelles. Donc, ce n'est pas la peine de se bagarrer pour des choses qui ne sont pas au bon endroit. On parlait des bâtiments, c'est les hébergeurs. Hein, ce n'est pas la peine. On peut dire c'est un point important, on peut rien faire au niveau du laboratoire. Donc, les laboratoires de l'IPSL ont été précurseurs. Donc, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, dont la spécialité, c'est les climats du passé. C'est le laboratoire de Jean Jouzel, de Valérie Masson-Delmotte. C'est là où ils ont fait les analyses des 800 000 dernières années en termes de température et concentration de gaz à effet de serre avec les Grenoblois. Donc, vous voyez, dans un écosystème très au courant, leur première journée empreinte carbone de leurs activités professionnelles, c'est en 2017 à l'Océan, qui est un laboratoire d'océanographie. Pareil, c'est seulement en 2019 qu'ils ont fait une retraite de 2 jours avec une vingtaine de personnes du laboratoire les plus engagées pour réfléchir et construire des actions de réduction. Donc même dans des laboratoires qui étaient au fait des connaissances scientifiques, la mise en mouvement est relativement récente. Moi, je la date vraiment du rapport spécial 1.5. Et ce qui se disait avant, c'était les économistes nous disent que si on met un prix au carbone, ça va régler les choses. On a été endormis par ça, par 2 choses. Il suffit de mettre un prix au carbone et voilà. Par les générations suivantes vont trouver des solutions technologiques et ça coûtera moins cher de régler le problème si on le laisse traîner. Ça, c'est la deuxième façon de bloquer les choses par les économistes. Et la troisième, même autour de moi, on avait une méconnaissance des impacts. Quand on faisait des simulations et qu'on disait plus de banquise en Arctique en 2050, eh bien, un certain nombre de gens dans la salle disaient so what? Donc, les impacts sur l'agriculture, sur les productions agricoles, sur tout ça, ça se passait à d'autres endroits. Et la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça devait être c'était un peu avant quand même, c'était en 2007. En 2007, j'ai vu le premier poster avec du riz qui tiendra en Asie dans des conditions climatiques différentes. Voilà, donc même dans un écosystème qui était au fait du changement climatique, une lenteur pour la mise en action manifeste. Et donc, on a organisé une première assemblée générale en juillet 2019 et c'est là que ça a commencé à bouger. On a enquêté sur qu'est-ce que vous pensez, etc. Et on a identifié le besoin de passer du temps là-dessus. Et donc, on a réussi à obtenir le recrutement d'une chargée de mission bilan carbone au niveau de la fédération IPSL pour aider tout le monde à avancer et sur les bilans et sur les actions. Mais c'est quelqu'un en CDD. Elle avait un CDD de 2 ans là, qui se finit là, cet automne. Et il a fallu se rouler par terre pour prolonger. Alors au début, ils ont voulu la prolonger de 6 mois. Et finalement, ils l'ont prolongée d'1 an. C'est absolument navrant. Voilà. Donc voilà, même dans un laboratoire qui est au courant de tout ça, dont une vingtaine de personnes sont rédacteurs des rapports du GIEC, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, des difficultés qui restent, qui sont aller au-delà des plus convaincus. C'est vraiment pas gagné, même dans ce milieu-là, et reconnaître le travail qui est fait pour avancer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a un service de COP qui est très créatif, et donc cette chargée de bilan en carbone qui s'appelle Stéphanie Boniface a bossé avec notre créative, Marie Pinas, qui est la responsable du service de communication de l'IPSL. Et ils ont fait, par exemple, cet arbre de décision avant d'aller à un événement. Donc, voilà, très visuel, on l'a affiché partout. Ai-je la possibilité d'assister à l'événement sans me déplacer? Donc, avec le Covid, on a fait vraiment d'énormes progrès. Donc, dans ces cas-là, je ne demande pas d'ordre de mission parce que je participe à distance, je me fais représenter par quelqu'un d'autre et j'ai changé d'avis. Donc ça, c'est un arbre de décision qu'on affiche. On demande aux missionnaires de l'afficher avant chaque demande de mission. Je demande un ordre de mission. Est-ce que j'ai la possibilité de faire le trajet en train? Oui, non. Et puis, il y a la réglementation française qui a changé. Si on fait ce voyage en avion, est-ce que je peux regrouper des activités? Est-ce que je peux allonger ma mission pour, à côté de la participation à tel événement, faire une conférence, un cours, continuer à travailler sur la coopération avec les gens qui sont dans ce pays-là et privilégier bien sûr les vols directs. Voilà. Et ensuite, il y a des discussions. Si les trajets sont longs, ben voilà, on travaille mieux si on est en première classe qu'en deuxième classe. Donc ça, c'est très difficile à obtenir. Si du coup j'ai une nuit de plus, qui la prend en charge? Moi, ça me fait des frais en plus parce que j'ai mes enfants, il faut que je trouve le babysitting la veille. Donc tout de suite, ça mélange avec des choses qui dépassent la mission. Et voilà, donc il faut parler de ça. Voilà, ça déclenche ce type de discussion. Et je sais qu'il faut faire très attention parce qu'effectivement, la vie personnelle des uns et des autres, dire bah, c'est pas grave si tu vas à Toulouse, et ben, tu prends le train, mais c'est pas grave si tu dois partir la veille, c'est des choses qui sont très lourdes pour un certain nombre de personnes et c'est pas forcément ceux qui l'ouvrent le plus. Voilà, et donc le directeur de l'IPSL, c'est Robert Vautard. Hein. Auparavant, c'était Hervé Le Treut, encore avant Jean Jouzel et encore avant Gérard Mégy. Et donc Robert Vautard vient d'être élu co-président du groupe 1 du GIEC à la suite de Valérie Masson-Delmotte. Et donc, quand on fait ce genre de job et on signe qu'on le fera à 100% de son temps, donc il a fini son mandat de directeur de l'IPSL, il l'a quitté là le 30 septembre. Et donc, on lui a fait ce petit cadeau de départ en lui disant, ben voilà, on te demande, dès que tu parleras de l'IPSL, alors il nous a demandé la version en anglais tout de suite, bien sûr, mais d'afficher ce slide en disant, ben, l'IPSL, d'où je viens, c'est un institut en transition. Ils sont en train d'inventer nos laboratoires bas carbone. Donc, on a calculé l'empreinte. On a sensibilisé tous les personnels, on réfléchit aux actions et on décide et on vote des actions de réduction. Voilà, donc on lui a donné ça en cadeau de départ pour lui montrer que le travail de la chargée de mission avait été productif. Voilà, et il y avait une espèce d'ambiance, c'est jamais assez, vous quantifiez jamais assez, mais non, il faut aller plus loin. Enfin, c'était sans fin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui. Donc, on va voir s'il y a des questions. J'ai vu une réaction effectivement sur le fait, j'arrive pas à ouvrir l'article, mais qu'il y a des scientifiques qui auraient été, comment dire, licenciés ou parce qu'ils refusaient de prendre l'avion. Peut-être, Jérôme, je vois qu'il est, il est -5. On laisse 2-3 minutes à Alain Cartera et puis on continue après sur les questions. De toute façon, à ce stade, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok, merci. Je vais essayer de faire très court. On aura peut-être d'autres occasions d'échanger. Oui, effectivement, il y a à l'heure actuelle un scientifique, je ne sais pas sa nationalité, mais qui travaille pour un labo allemand qui refuse de rentrer en avion dans son laboratoire et qui risque un licenciement pour ça, puisqu'il y a une réunion incontournable tel jour, telle heure. Voilà. Alors,
pour nous, ce qu'on avait prévu de vous dire, c'est que, bon, c'est dans nos orientations syndicales qui sont entre autres altermondialistes et écologiques. Le sujet, on ne peut pas passer outre, mais aussi en tant que travailleuses et travailleurs de la recherche, on est interpellé sur ces questions sur au moins 2 axes. D'une part, notre capacité, comme pour toute activité, à réduire notre empreinte sur l'environnement. Alors, on est tout à fait dans ce que décrit Labo 1.5. Ça porte sur nos pratiques individuelles ou d'équipe, comme le propose Labo 1.5, mais en tant que scientifique, pour nous, ça porte également sur la façon de concevoir nos activités et nos priorités. Un des exemples, c'est que, par exemple, en refusant de s'inscrire dans un cadre de concurrence entre scientifiques, on peut partager les données, par exemple, et éviter de dupliquer énormément les expériences concurrentes. Ou sur un autre plan tout à fait différent et beaucoup plus généralisable, c'est qu'on peut prendre le temps de faire de la meilleure recherche à moindre impact parce que beaucoup plus étalé dans le temps, donner la priorité à la formation de la génération future de scientifiques plutôt que de mettre d'énormes moyens dans les courses au prix Nobel, etc. Ce qui veut dire que c'est aussi s'exposer pour peser sur les conditions d'exercice de l'ensemble de la communauté, plutôt que de se retrancher derrière la situation de concurrence pour ne rien faire d'une certaine façon. L'autre axe, c'est évidemment de s'interroger sur les orientations de la recherche en général, sachant que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas savoir quel domaine de connaissance sera plus ou moins utile pour survivre, par définition. Par contre, on est au moins en devoir de s'interroger sur les orientations de recherche finalisées auxquelles nous contribuons. Il y a des recherches finalisées qui sont toxiques et il y en a d'autres peut-être plus prometteuses. Là, il ne faut pas hésiter, quoi, à trancher et à faire des choix futiles, douloureux. Dans les 2 cas, quel que ce soit le premier axe ou le second, au-delà de nos comportements individuels, nos comportements d'équipe, nos comportements de labo, c'est aussi notre devoir en tant qu'organisation syndicale et en tant que scientifique de tenter de peser sur les politiques scientifiques de nos établissements. On a en partie, d'ailleurs, suite à l'intervention de Labo 1.5 à notre dernier congrès, il y a une expression un peu plus spécifique. Ces choses-là sont contenues depuis longtemps dans nos différents écrits. Mais on a essayé de faire une expression un peu plus scientifique, de façon à être un peu plus claire, un peu plus ciblée, pardon, de façon à être un peu plus claire. Je vais vous le mettre mettre le lien dans la discussion si ça vous intéresse. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Alors pour le coup, il y a une question d'Anne. Je ne sais pas quel des 2 intervenants elle s'adresse. Oui. Attends, j'entends. Non, mais en fait, c'est là que tu peux parler normalement. Oui, je voulais savoir s'il n'y avait pas des nouvelles obligations dans la loi qui imposaient aux entreprises et aux labos de faire qu'est-ce que ça impose exactement, s'il y en a, et est-ce que votre démarche, du coup, peut être intégrée là-dedans, et voilà. Et est-ce que s'il y a des nouvelles obligations, est-ce qu'à votre avis, elles sont efficaces? Donc, au niveau des établissements, ça fait un moment qu'ils devaient faire un bilan carbone avec le mot copyrighté, bilan carbone, en affichant un plan d'action et en le publiant sur le site de l'ADEME. Je crois que l'amende, s'il ne le faisait pas, c'était 2 000 €. Elle vient d'être montée à 10 000 €. Et c'était sur un sous-ensemble du bilan carbone. Donc, on ne voyait pas toutes les activités. Donc, l'amende a été augmentée, passée à 10 000 €, je pense, mais personne ne prend le temps de donner des amendes. Et le bilan carbone, je me demande si ce n'est pas passé à chaque année. Mais c'est au-delà d'un certain nombre de personnes. Au niveau d'un labo de recherche, on n'a aucune obligation de ce type.
En revanche, ça va très très vite, hein, et il y a eu un certain nombre de circulaires. Et du coup, là, sur le fait de ne pas prendre le train, de ne pas prendre l'avion si le train existe pour moins de 2 heures, il y a eu des choses là-dessus. En fait, comme la France s'est fait attaquer là, par l'affaire du siècle, ils sont en train de préparer des dossiers pour pouvoir montrer à quel point ils sont inattaquables. Donc, ils sont en train de construire des choses où ils vont cocher les cases. Donc, il y a la formation des fonctionnaires. Vous avez peut-être vu passer ça. Ils ont lancé un plan de formation de tous les fonctionnaires sur 3 ans. Donc, au début, 2000, 20 000, 2 millions. Je n'ai pas révisé le statut d'EDF. Je ne sais pas si quand je dis fonctionnaire, vous vous sentez inclus ou pas. Non, hein. Donc oui, la législation évolue assez vite, mais elle évolue sous pression de la société. Et là, il y a le Green for 25, là, le truc européen, et ben on sent qu'il y a des gouvernements qui demandent de le ralentir, hein. Donc il ne faut pas lâcher la pression. Je voulais vous dire que tout ce que tu as dit, Alain, je partage. J'aurais pu vous dire qu'il y a des groupes de travail qui réfléchissent au cœur de métier. Est-ce que cette recherche, il faut la pérenniser ou pas? Comment on peut la faire évoluer? Donc, je suis en phase avec tout ce que tu as dit, hein. Il y a eu des tribunes sur l'évaluation des personnels, donc rajouter cet axe dans les évaluations des personnels. Il y a eu aussi le comité d'éthique du CNRS qui a sorti il y a 6 mois, ou il y a 1 an maintenant, quelque chose pour dire que étudier l'empreinte environnementale de ces activités de recherche faisait partie de l'éthique de la recherche. Donc ça aussi, cet avis, c'est très fort. Et ils ont auditionné un certain nombre de gens au Labo 1.5. Donc tout ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. Et il y a eu des avancées assez récentes. Moi, je trouve que vraiment, ça bouge de partout. Donc, se tenir au courant de comment ça évolue, de voir les leviers qui ont marché, c'est très important. Mais aujourd'hui, jeudi 5 octobre, nous avons quand même un certain nombre de scientifiques que nous connaissons là, qui sont jugés parce qu'ils ont déployé une banderole « Dire la vérité est-elle un crime ?» dans la salle du muséum où il y a les squelettes, là, les squelettes de tous les vertébrés. Voilà, donc ils sont jugés aujourd'hui, et donc je sais qu'il y avait une manif ce matin et sans doute ce soir il y a des événements avec scientifiques en rébellion. Voilà de quoi on parle, quoi, de quoi on parle. Mettre une banderole comme ça, voilà, on se retrouve au tribunal. Et puis, vous parliez des scientifiques à l'étranger. Donc, à l'étranger, on a été très choqués parce qu'à une conférence internationale, l'AGU, donc l'American Geophysics Union, donc, qui existe depuis 80 ans, hein, donc c'est les géologues, et donc toute la Terre et les autres planètes qui se réunissent une fois par an à San Francisco. Eh bien, il y a une scientifique d'ailleurs qui venait du LSCE, d'un des laboratoires de l'IPSL, et un Américain de la DOA, je crois, qui ont déployé une banderole scientifique, enfin, oui, sortez de vos laboratoires, allez dans la rue. Donc, ils ont déployé cette banderole, ils se sont fait, bon, on les a poussés, ça a été enregistré par les réseaux sociaux, par ceux qui étaient là, ça a duré à peu près 15 secondes. Et donc, cette scientifique, Rose Abrakoff, elle est rentrée dans son laboratoire. Son laboratoire, c'est Oak Ridge, c'est l'équivalent du CEA Saclay aux États-Unis. Et on lui a dit qu'elle avait mélangé des activités personnelles et professionnelles et qu'on ne prolongeait pas son contrat. Donc, elle s'est fait mettre à la porte en 24 heures. Voilà, donc le fait que le comité d'éthique du CNRS dise que tout ça, c'est dans l'éthique de la recherche, c'est très important. Ça aide à ce que légitimer le fait de ne pas arrêter de transmettre les connaissances qu'on a. Il y a des scientifiques que j'aime beaucoup. Il y a Julia Steinberger, qui est une Suisse, qui est une physicienne. Pardon, elle n'est pas physicienne.
Elle est à Lausanne et elle s'est faite, elle a collé sa main sur une route, elle s'est fait embarquer par la police, etc. Et elle dit, elle a un discours très, très clair qui est qu'on ne peut pas garder pour nous ce qu'on a découvert. Et on a payé pour faire des découvertes et voilà. Voilà l'état d'esprit. Lou demande quel est le lien avec Scientifique en rébellion, enfin s'il y a des liens. Oui, il y a des liens. Donc, certains d'entre nous ont rejoint Scientifique en rébellion à titre personnel. Au début, on s'est demandé où est-ce qu'on se positionne. Et donc, vraiment, le fait d'avoir pris comme outil de recherche la transformation, ça fait qu'on veut mettre ça dans nos activités professionnelles de façon collective et travailler là-dessus. Scientifique en rébellion, c'est quelque part, on les soutient et ils nous soutiennent. Enfin, J'avais une question complémentaire sur le contenu de la recherche. En fait, enfin, c'est plus une remarque d'ailleurs qu'une question, c'est que je pense que c'est assez important par rapport à ce qu'on peut voir ici à la R&D d'EDF, mais je pense que c'est un peu pareil dans la recherche publique. On est sur une recherche entre guillemets industrielle, donc qui est fortement applicative, comme disait Alain. Et on voit bien de plus en plus la tendance à une sorte de mimétisme de marché, c'est-à-dire que du point de vue de notre direction, ce qu'il faut faire, c'est ce que font les autres. Et ce que font les autres, c'est ce qui est supposé rapporter de l'argent dans les décennies à venir. Donc, bon, je prends un exemple, par exemple, l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, et il y a des vraies questions justement sur c'est quoi l'impact environnemental, énergétique, typiquement d'une intelligence artificielle. Et je me demandais si un enjeu, c'était pas justement d'allonger le temps entre la recherche fondamentale et la recherche applicative, puisqu'on voit que finalement, il y a des nouvelles technologies et technologies émergentes qui arrivent sur le marché, qui sont déployées à grande échelle. Et je pense que dans la génétique, c'est pareil, avant qu'il y ait eu vraiment un débat entre la recherche fondamentale et la recherche applicative pour savoir s'il y avait un danger, un impact fort à les déployer. Ça pose la question du marché, puis ça pose aussi la question, je pense, de la guerre, parce que dans un certain nombre de cas, typiquement sur des robots tueurs, puisqu'il y a des discussions là-dessus, pour l'intelligence artificielle, c'est pas forcément la concurrence sur le marché qui va guider les gens, mais le fait de dire si les autres ont cette technologie, on ne peut pas s'en passer parce que sinon on va se faire détruire, quoi. oui. Oui, je partage, c'est tout à fait juste. Au niveau de l'IPSL, moi j'ai réfléchi aux actions de réduction du calcul intensif. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont des bonnes pratiques. Si on est un bon professionnel, on documente ses simulations, on quantifie ce qu'on va lancer, on n'appuie pas sur le bouton et on attend de voir. Ah, ça prend 2 jours de calcul et pas 10 minutes. Donc ça, c'est des bonnes pratiques. Mais la décision de l'empreinte, c'est lors de la décision d'achat du calculateur. C'est là qu'on déclenche l'empreinte, qui ensuite, on va pouvoir l'étaler sur un certain nombre d'années et le plus possible, si possible. Mais c'est les décisions qui déclenchent les choses. Et dans ce que vous dites, c'est un petit peu la même chose. Et donc le numérique, on nous dit, bon, ok, mais c'est pas grave, on est rien par rapport aux GAFA, mais à tous ceux qui font tout ça. Oui, moi je partage vos inquiétudes, hein, et si on ne le fait pas, c'est les autres qui le font, sans aucune éthique. C'est des vrais débats de société, hein, je n'ai pas les réponses à ça. Et effectivement, le moteur pour faire de l'argent, quel est-il, quoi? Oui. Je ne sais pas quoi vous répondre, je partage. Merci. Il y a une question pour savoir s'il y a d'autres types de bilans au-delà du carbone qui peuvent être traités ou que vous avez songé à traiter, comme l'épuisement des ressources ou la biodiversité. Voilà, on a commencé avec ça, mais on réfléchit à mettre en particulier les ressources. Oui, c'est bien sûr, on peut imaginer des solutions qui sont
qui serait bonne d'un point de vue empreinte carbone, mais pas du tout bonne pour le reste. Et donc, donc dans les outils, c'est dans la to-do list. Mais c'est pas si facile que ça de quantifier la biodiversité et tout ça. Les ressources, on peut mesurer les poubelles et les déchets électroniques qui sortent d'un centre de calcul. C'est des chiffres qu'on peut avoir, ça. C'est qu'une partie des choses, c'est en fin de vie. Donc oui, on souhaite le faire, mais il y a du travail. Comme il est 14h12, on sait qu'il y en a qui ont des réunions, mais on peut rester encore jusqu'à la nuit sans problème. Et maintenant, s'il y en a qui veulent intervenir directement, sans passer par le chat, il n'y a pas de souci. Abel, tu avais une question? Moi, j'avais des questions, mais plus, c'est un peu un retour en arrière sur cette discussion intéressante. C'est plutôt pour reparler de l'outil, des outils. Et il y a notamment, je voulais savoir, c'est quand un labo accepte d'utiliser l'outil, il accepte aussi que ces données puissent être exploitées, notamment par les articles de recherche là, pour faire la figure. Oui, mais c'est toujours, on nomme pas les labos et on s'interdit, par exemple, je suis de l'université de Tours, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les laboratoires dans le coin qui ont soumis leur BGES? On ne répond pas à ces sollicitations. En revanche, on dit, on peut transmettre un message aux gens qui vous ont comme tutelle, qu'ils se manifestent auprès de vous. Donc oui, il y a quelque chose de très, très rigoureux sur le partage de données. Et ils nous ont beaucoup embêtés puisque dans la base de données, on ne stocke pas ni les villes de départ ni les villes d'arrivée. Donc, on ne peut pas faire d'analyse sur, je ne sais pas moi, les coopérations avec l'Amérique du Sud parce qu'on nous a demandé d'enlever un certain nombre de champs dans la base de données, sans doute par volonté d'éviter de l'espionnage économique, que sais-je. Donc, on a les distances kilométriques, mais on n'a pas plus. Voilà. Donc, on demande à accéder à la base de données qui a été anonymisée. Enfin, il y a un certain nombre de traitements qui ont été faits pour faire telle recherche. Donc, il faut dire, je veux faire telle recherche avec la base de données. À ce moment-là, on vous donne accès. Et quand un labo veut utiliser l'outil, il doit dire qu'il a l'accord de la direction de l'unité. Et on dit tout ça, qu'il y aura anonymisation des choses. Et voilà. Donc, en particulier dans les missions, je pense que les personnes ne sont pas identifiables. Il y a peut-être un numéro, on peut dire c'est la personne numéro 12 qui a fait 4 voyages de 4000, 10 000 km, 1000 et 3000. Mais on ne peut pas dire plus que ça. Donc, et nous, on ne veut pas stigmatiser, mettre en avant, donner des bons prix ou des mauvais prix. Les indicateurs que vous verrez sur le site, c'est le nombre de BGES qui existent, le nombre de labos qui ont rejoint. C'est toujours des choses collectives. Et on revient à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vraiment, on veut appuyer sur une recherche beaucoup plus coopérative. Voilà. Et c'est là où, quand on discute avec le CNRS, ils nous disent on veut une recherche plus sobre en termes de ressources environnementales, mais qui reste excellente. Donc, on est le collectif. Ce qu'on présente, c'est l'ensemble. Pas de bons points, pas d'indicateurs individuels, pas de labels. Voilà. Oui, d'accord, je vois. Merci. Et toujours sur les outils, est-ce que vous savez s'ils sont mis à jour, les méthodes de calcul, s'il y a des nouveaux articles qui affinent justement des méthodes de calcul? Oui, ils mettent à jour très régulièrement les facteurs d'émission en fonction de ce que donne l'ADEME et d'un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes facteurs d'émission que vous utiliserez pour faire le bilan de 2019 et celui de 2022. Ok, d'accord. Et j'avais une dernière question. Cette fois-ci, je trouvais ça intéressant. Le résultat pour l'IPSL, c'était 10 tonnes par personne. Oui. Ça correspond un peu à la moyenne d'émissions individuelles hors travail.
Et donc, c'était plutôt dans la fourchette haute, en effet, ouais, quand on regarde la figure où il y avait un peu tous les points de tous les labos, l'impression qu'on se retrouve plutôt sur, bon, c'est juste à vue d'œil, mais plutôt sur une médiane d'une poignée de tonnes par personne de 2 ou 3. Donc, et ça, vous avez une idée pourquoi? Parce que je vois que c'est le compartiment achat qui est très développé à l'IPSL. Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de moyens de mesure comparé à d'autres laboratoires que vous avez Donc, les achats, c'est très, très large. Il y a des laboratoires, c'est 70%, c'est des achats, mais à ce moment-là, ils sont à 6 tonnes par personne. Le CNRS, ils ont fait leur bilan en utilisant la même méthodologie pour les achats. Ils sont arrivés à une moyenne de 14 tonnes par agent et c'est 60% les achats. Ici, Sorbonne Université, ils ont fait autrement. Ils étaient arrivés à 1 tonne par étudiant. Donc, ils divisent par étudiant, parce qu'ils se discutent. Et les achats, c'était pareil, 60%. Une université à Marseille, ex-Marseille, où les gens viennent en voiture, hein, c'est les déplacements domicile-travail qui sont le plus haut poste. Et donc, la question, c'était comment on se positionne, pourquoi les achats oui. Qu'est-ce qu'on achète? On peut regarder en détail, mais on achète des réactifs pour les laboratoires, on achète un microscope machin, on achète un truc, enfin c'est... Il faut regarder tout ça. Je sais pas répondre. Non, mais si, vous avez répondu avec les exemples des autres universités. Puis ouais, c'est vrai que ça doit jouer de compter ou non. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est compétences. l'empreinte moyenne d'un Français, c'est en dessous de 10, maintenant c'est 9, et puis c'est vrai qu'on est sur une trajectoire qui descend un petit peu, même si on tient compte des importations. Donc, pour faire simple, on va dire que c'est autour de 10 tonnes. Et donc, dans ces 10 tonnes, les services publics comptent pour 1 tonne environ. Et donc, il faut se projeter en 2030, c'est vraiment demain, et il faudrait que les services publics pèsent pour moitié moins. Et du coup, est-ce qu'on répartit cette division par 2 auprès de tout le monde? C'est quand même une première façon de faire qui paraît logique. Et voilà. Donc, il faut diviser par 2 d'ici 2030. On le dit depuis 2019. Au début, c'était loin. Maintenant, c'est demain. Il faut éviter que ce soit en privatisant les services publics. Ça ne réduira pas l'empreinte, au contraire. Non, mais ça réduira la part des services publics. Yes. Et merci, ouais, j'ai plus de questions. Il y a Alain qui demande la parole. Oui, bien sûr. 2 aspects. Une réaction déjà à la dernière question. Oui, il faut énormément se méfier des indicateurs, des statistiques et des fausses bonnes idées qui vont avec. L'écologie, c'est vraiment une science extrêmement complexe. Et c'est pour ça que l'approche de Labo 1.5 est aussi intéressante, parce que c'est aller chercher les infos vraiment les plus globales possibles. L'autre réaction, c'est, on avait parlé tout à l'heure d'un chercheur qui risque d'être licencié pour son choix. Là, je reprends ma casquette de syndicaliste. À l'heure actuelle, le martyr ne paie pas. Vous êtes dans des R&D EDF, vous êtes à la production, vous êtes soumis à l'impératif d'un patron qui ne voit que ses intérêts ou politiques ou financiers selon le temps. Ça sert à quoi de vous faire virer si ça ne fait pas bouger les lignes? Et pour ça, le meilleur outil, à mon avis, ça reste encore le collectif. Donc, a priori, puisqu'on parle du lieu de travail, le syndicat. Les collectifs sur un sujet précis sont des outils extrêmement importants qu'il faut encourager, auxquels il faut participer. Mais notre défense travailleur, ce qui va nous permettre en tant que travailleurs d'imposer des choses, de faire pression, c'est bien pour l'instant sous la forme d'action syndicale. Je ne dis pas que dans l'absolu, on ne pourrait pas imaginer autre chose. Mais en tout cas, c'est l'action collective sur le lieu de travail qui peut nous permettre de faire évoluer nos conditions de travail.
et donc y compris en pesant sur les choix de l'employeur. C'est pas, voilà, c'est bien de je vais pas critiquer les gens qui vont au bout de leurs convictions et qui s'exposent, mais s'exposer tout seul, malheureusement, ça agit très très peu à l'heure actuelle. Donc il faut essayer d'utiliser sa colère dans un cadre collectif pour avoir une petite chance de faire bouger les choses. Pardon d'être un peu pessimiste, mais bon. Non, non, mais c'est ça qui a fait du bien de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les gens ont pu quitter leur isolement. Et au début, je dois dire que j'étais très déçue du soutien des syndicats, mais dans leur ensemble, hein. Ici à Sorbonne Université, ils ont commencé par signer au conseil d'administration des chartes environnementales, des choses comme ça. Et on n'en parlait pas au niveau des réunions syndicales. Ils ne faisaient pas les relais de oui, il faut aller dans ce sens-là, oui, il faut aller plus loin, oui. Et donc, je suis vraiment très, très heureusement surprise de voir à quel point vous avez bougé là. Et d'ailleurs, je vais aller au pot de Sud Recherche jeudi prochain à l'université pour voir ce qui s'y trame. Je ne connais pas le groupe de Sorbonne Université, mais au point de vue de nos orientations, on n'a pas vraiment bougé. Par contre, on les formule, on progresse. La réflexion se poursuit, bien sûr. Voilà, mais le collectif, c'est ultra important pour ne pas sombrer, pour ne pas se perdre dans une éco-anxiété qui ne fait que du mal. Donc oui, oui, l'importance du collectif, c'est vital. Mais on voit qu'il y a des collectifs qui se constituent aussi hors organisation syndicale, éventuellement de manière un peu plus transverse. Ils peuvent être assez complémentaires puisque c'est à la fois un sujet de travail, c'est aussi un sujet pour la vie de tous les jours. Et un des grands soucis, c'est d'arriver à rendre cohérent un petit peu, pour beaucoup, hein, les convictions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, ce qu'on va faire dans le travail. C'est pour ça que la question du contenu de la recherche, je pense que c'est très important, mais du contenu du travail même pour chacun. C'est-à-dire que aller au travail en se disant qu'on fait quelque chose qui va à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, je pense que c'est un problème que doivent rencontrer beaucoup de salariés en France, que ce soit dans la recherche ou ailleurs. Et c'est quelque chose sur lequel il faut aussi qu'on puisse agir, quoi. C'est à l'heure actuelle la première cause de souffrance au travail, d'après ce que nous pouvons en recevoir, du moins des personnes qui s'adressent à nous. Effectivement, la question du sens du travail et la nature des prescriptions qui nous sont faites, ça pèse énormément sur beaucoup de personnes, bien sûr. Bien avant, contrairement à ce qu'on dit, le salaire et les choses là. Ça n'empêche pas que le salaire reste la préoccupation majeure, mais bon, ça fait partie des contradictions de chacune et chacun. Ça, pour revenir à ce que tu disais, oui, je me suis peut-être mal exprimé. Oui, les collectifs, ils sont indispensables et il n'y a pas d'opposition entre l'action syndicale, qui est une action sur le long terme, qui est une action de défense et qui est une action de globalisation des problèmes, et les collectifs qui vont être beaucoup plus efficaces sur un sujet donné, etc. Mais justement, le syndicat dans ce domaine-là peut pointer ce qui est bien et les fausses bonnes idées éventuellement. J'avais pour preuve les collectifs de précaires qui s'étaient montés à une époque dans certaines universités qui ont fait n'importe quoi, faut dire ce qui est en termes de revendications, qui se sont fait manipuler. Mais par contre, qui ont impulsé une dynamique, ça faisait 10 ans qu'on ramait pour la défense des précaires, et la création de ces collectifs a permis d'impulser une dynamique dont tout le monde a bénéficié. Ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème, hein. Malheureusement, on en est loin, mais au moins on travaille sur d'autres bases maintenant. Donc il faut. Daniela, Je voulais intervenir sur le sujet. Oui, je voulais revenir sur cette idée de collectif qui est pour
même quand on n'arrive pas à gagner des choses, on se sent beaucoup mieux quand on est soutenu dans les discussions, dans l'action. Et sur ce sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, nous, on a essayé avec le syndicat de demander des informations pour pouvoir faire ce type de calcul, beaucoup moins élaboré, mais au moins démarrer sur quelque chose. Et c'est très, très difficile. Et la seule manière pour qu'on obtienne ces informations qu'ils nous doivent, parce que maintenant, il y a des débuts de loi sur des questions d'environnement où les entreprises doivent lâcher un petit peu. Si le syndicat, s'il n'y a pas beaucoup de gens syndiqués, s'il n'y a pas de mouvement, ils ne donneront pas. Et, sinon, il faut passer en justice. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup de gens syndiqués qui se réunissent sur les questions importantes. Et tu parlais de la souffrance au travail. C'est évident que pour nous, le sens du travail, il prend une certaine importance vis-à-vis du climat. Hein. Il y a beaucoup de collègues qui sont sur ce créneau. Et donc, je voulais parler de l'initiative qu'on fait la semaine prochaine. C'est justement sur le procès qu'il y a eu à France Télécom après une souffrance au travail organisée de toutes pièces, ce qui rend les choses encore plus horribles face à ce qui s'est passé ensuite avec beaucoup de suicides notamment. Et donc, eux, ils ont relevé des choses, dont cette manière de casser le sens du travail. Et c'est pareil, ils arrivent à la même conclusion. Le collectif, c'est ça qui nous permet de gagner. Et puis, quand on ne gagne pas, au moins d'être ensemble, de progresser nous-mêmes, de prendre conscience et de ne pas dépérir chacun dans son coin, c'est quelque chose qui me touche beaucoup de voir comment on est atomisé de toutes parts sur les horaires, sur les moments où on est sur place, sur le moment de manger où on n'a même plus une cantine centrale, on est éclaté partout, on ne mange plus ensemble. Voilà, donc important le collectif. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. Il est la nuit. Ouvert à Non, la j'ai pas suite de la vu. discussion, mais on n'aimerait pas épuiser. De toute façon, on reviendra sur le sujet, c'est sûr. Si jamais il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, effectivement, c'est le moment avant de clôturer. Non, je ne sais pas, Lou, si tu veux dire un mot sur l'initiative du 16 avant qu'on clôt complètement. Oui, donc tu as parlé de la semaine prochaine et Oui, de la la- semaine prochaine, c'est sur France Ouais. Télécom. la conférence débat France Télécom et la semaine d'après, le 16, en fait, on invite 3 économistes qui ont travaillé sur une proposition de loi pour changer de mode de financement de la rénovation énergétique des bâtiments en faisant le constat que les politiques actuelles en fait ne fonctionnent pas et ce sera très intéressant pour elles et eux d'échanger avec nous parce que ce ne sont pas forcément des spécialistes de la question. Or, à la R&D, on a un peu quand même des spécialistes de ces questions et donc je pense qu'il y aura vraiment un échange assez intéressant avec la salle, entre guillemets, sur ces choses-là et ça rejoint complètement la thématique de la sobriété, de l'efficacité énergétique dont on a un peu parlé aujourd'hui. Et, merci aux intervenants. Hein. On était vraiment très contents de pouvoir monter cette session qui va être qui a été enregistrée, donc ça nous permet de cadrer sur les transparents et les intervenants pour pouvoir le diffuser un peu plus. Et je pense que on va se revoir pour concrétiser un peu plus notre action ici avec l'avance que vous avez pris sur le C'est sujet. gentil. Merci à vous pour votre invitation, c'est passionnant. Merci, on espère que ça peut nous inspirer aussi sur certains points de vue, même si on n'est pas forcément dans les mêmes circonstances que vous, mais je pense qu'il y a de quoi réfléchir sur ce qu'on pourrait faire de notre côté. On va aller voir vos outils, mais ça prend beaucoup de temps aussi. Donc, tous les collègues qui ont envie de
de regarder avec nous ce qu'on pourrait en faire localement. C'est un appel. Merci Alain aussi. Et de mon côté, merci à Sud Énergie qui nous apporte beaucoup d'éclairage, qui nous sert beaucoup dans nos discussions sur les questions énergétiques, sur les questions économiques. Merci Anne, coucou. Elle a dû partir, il y avait CSE en même temps là, c'est difficile de tout faire. En tout cas, voilà, je pense que c'est important d'échanger entre nos organisations parce qu'on a des informations et des points de vue différents, donc on ne peut que s'enrichir. Merci et au revoir à toutes. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, Merci merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.